Bienvenue dans cet épisode Brain and Bullshit, épisode 19. Et dans cet épisode, j'ai pas mon acolyte, j'ai pas Jérémy. Non, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul pour faire cet épisode. Je vous raconterai plus tard pourquoi. Mais pour l'instant, donc on va parler de quoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode? On va parler de 5 leçons. Je vais vous raconter 5 histoires un peu croustillantes que j'ai vécues au fil des années avec Jérémy et les leçons de ces histoires qui vont vous permettre de scaler votre business, super important, surtout les leçons. Et en fait, ces leçons, enfin les leçons de ces histoires, c'est des leçons que vous voulez noter également pour pas reproduire les mêmes erreurs que l'on a effectuées dans notre parcours, donc ces 4 à 5 dernières années. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première histoire. Donc cette histoire se situe au tout début de Capé, donc Capé a 7-8 mois. Jérémy vient de lancer sa nouvelle entreprise et moi je suis pas encore dans l'aventure. Et Jérémy fait à peu près 20 K par mois. Il a fait un pic à 42 K et je rejoins l'aventure, je rejoins l'équipe en octobre ou novembre 2021, donc quelques mois après la création de l'entreprise. Et Jérémy a déjà du coup une équipe en place, hein, à cette époque-là. C'était pas moi, c'était pas l'équipe actuelle, c'était d'autres personnes. Et le truc, c'est que pour faire les ventes, Jérémy se repose uniquement sur lui-même. C'est-à-dire qu'il vend tout seul, c'est lui le vendeur, c'est lui le marketeur du business. Il fait tout seul et il vend par message. Donc le mec fait 20 K par mois, entre 20 et 30 K par mois, juste par message, juste en envoyant des MP, en levant les objections. Tout ça parce qu'il aimait pas en fait les appels de vente. Et ça, moi quand je rejoins l'équipe, je vois en fait à quel point Jérémy, c'est le goulot d'étranglement du business. Ça veut dire que c'est la personne qui va devenir limitante pour scaler l'entreprise si on veut passer des étapes, hein, c'est-à-dire passer je sais pas, de 20 K par mois à 50 K par mois, même 100 K par mois. Bah, en fait, Jérémy pourra pas vendre tout seul à la main comme ça parce qu'à un moment donné, en fait, il est limité par son temps. Il passe déjà la moitié de sa journée à répondre à des MP pour vendre. Bah, là, en fait, il pourrait plus rien faire d'autre que vendre. Et donc, si Jérémy est malade ou si Jérémy, part en vacances et veut juste être off, bah, en fait, il y a plus de business puisqu'il y a plus de vente. Donc c'était problématique. Donc quand j'arrive, bah, on est face à cette problématique, en fait, et je propose la mise en place d'un funnel. À l'époque, c'était Webinaire Funnel ou VSL Funnel. Et donc, on met en place ce tunnel de vente. Et le mois qui suit, je crois que c'est le mois qui suit ou 2 mois après, le CA passe en moyenne 20 à 30 K par mois et on fait un mois, il me semble, à 52 ou 55 K. Donc, c'est-à-dire que le CA double le mois où on change de stratégie. Mais pourquoi il double? C'est pas parce que le VSL Funnel c'est magique. Il double parce que il avait déjà quelque chose qui marchait. Ça marchait déjà en organique, donc on a juste changé la manière de vendre et ça a doublé facilement le business. Et à ce moment-là, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on aurait d'autres enjeux. Et en fait, l'enjeu qu'on a eu, c'est un enjeu de vente. Parce que, évidemment, on voulait enlever le goulot d'étranglement du business, on voulait enlever Jérémy et mettre d'autres personnes à la place. Sauf que, fallait les trouver, ces personnes. Et trouver des vendeurs, en fait, c'est pas quelque chose qui est très simple. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait à l'époque. Et donc, on a trouvé un premier closer. Ça n'a pas fonctionné. On a trouvé un deuxième closer, on a cru que c'était le bon, mais c'était pas le bon. Et après 5-6 tentatives, je fais un entretien avec un homme que l'on appelle Rachid. Rachid, je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez ce podcast, vous le connaissez. C'est le Rachid que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, Rachid, du coup, je fais l'entretien de recrutement, ça se passe bien et on décide de faire un mois de test avec Rachid. Mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est que quelques mois plus tard, Jérémy décide de partir en vacances. C'est l'été, donc Jérémy veut prendre, je crois que c'était 1 ou 2 semaines off.
Et donc, c'est un peu entre mes mains que repose le business. Donc, c'est moi qui gère un peu le business, les équipes, le marketing, et puis qui manage l'équipe de vente pendant l'absence de Jérémy. Mais Jérémy part en vacances, mais au même moment, bah, Rachid, lui, il est au Maroc. Rachid, il est au Maroc parce qu'il prend aussi, c'est pas des vacances, mais il part au Maroc l'été. Mais ça se passe pas comme prévu. Parce que pendant ces 2 semaines, il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures, voilà, des calls qui sont pas honorés. Bref, c'est la galère pendant cette période. En 2000, du coup, c'était 2022. Je gère le business, Jérémy en vacances. Avec Rachid, c'est la galère d'internet. Il maîtrise pas son environnement. Et là, Jérémy m'appelle en urgence des vacances. Donc, je le dérange pendant ses vacances. Enfin, on s'appelle, quoi. Je sais plus qui a appelé qui, mais je me souviens qu'on s'appelle et on est face à cet enjeu de les calls sont pas honorés, c'est la merde au niveau des sales. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et là, Jérémy réagit émotionnellement en mode c'est bon, je reviens à notre ancien système, je vais reprendre les sales à la main. On arrête ce système de VSL, on arrête tout, limite, on vire tout le monde, etc. Et donc, retour en arrière, tu vois. En fait, quand tu as un système qui marchait, ok, qui était pas scalable, mais qui marchait, et que là, tu as un nouveau système qui a marché quelques mois et qui, au final, te casse entre les doigts quand tu pars en vacances, en fait, bah, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Et donc, Jérémy veut revenir à ce moment-là à l'ancien système, et il veut pas passer, enfin, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est que la phase de turbulence de ce nouveau système qu'on ne maîtrise pas encore, elle est difficile à passer. Et je te donne l'exemple au tennis. Si tu prends un exemple, tu fais un coup droit et tu es à 7 sur 10 sur ton coup droit. C'est-à-dire que tu as 7 coups droits qui passent et tu en as 3 qui vont arriver dans le filet. Mais toi, ce que tu veux, c'est que 100% de tes coups droits, eh bien, ils passent. Sauf qu'avec ta technique actuelle, tu ne pourras pas dépasser le 7 sur 10 parce que tu fais la mauvaise technique. Donc, tu as un 7 sur 10, c'est très bien. Tu assures au moins 7 balles sur 10 qui passent, mais tu n'y arriveras jamais à 10. Et pour arriver à 10, en fait, il faut que tu désapprennes ta manière de faire aujourd'hui. Et donc, que tu acceptes une phase de turbulence où, bah, quand tu vas désapprendre ta manière de faire pour apprendre la nouvelle technique pour avoir du 10 sur 10, bah, en fait, tu vas passer par une phase où tu vas être à 3 sur 10. Et donc, où tu vas en mettre que 3 sur 10. Et en fait, cette phase, elle peut durer plusieurs mois, le temps de réapprendre le bon coup, le bon coup droit. Et en fait, c'était exactement ce qu'on était en train de vivre, en fait. On était en train de vivre une phase de turbulence pour apprendre à maîtriser ce nouveau système qu'on ne maîtrisait pas. Et l'erreur, du coup, bah, c'est à ce moment-là, c'est de se dire, bah non, en fait, là, je suis à 3 sur 10. Avant, j'étais à 7 sur 10. Donc, je retourne au 7 sur 10. Alors que, en fait, la bonne chose à faire à ce moment-là, c'est de se dire, OK, je suis à 3 sur 10, mais c'est pour arriver à 10, donc je suis OK d'accepter cette phase de turbulence où je perds tous mes matchs. Et la leçon, en fait, de cette histoire, c'est que changer de système dans ton business, ça apportera toujours du chaos. Donc aujourd'hui, si par exemple tu te dis j'ai un VSL funnel et ça marche pas très très bien et je veux découvrir l'opportunité des challenges en ligne. Mais en fait, ça ne résoudra pas ton problème. Ça ne résoudra pas ton problème parce que d'une part, les challenges, c'est pas plus scalable, c'est-à-dire que tu vas pas faire plus de chiffres, ça demande beaucoup plus d'énergie et tu dois tout réapprendre. Donc au lieu d'optimiser un système qui marche, ce qui est scalable, le VSL tunnel, eh ben, tu pourrais enfin, toi, tu veux changer carrément d'opportunité et apprendre quelque chose d'autre et donc abandonner ton système actuel. Passe cette zone de turbulence. Si ton VSL tunnel, par exemple, ne fonctionne pas, reste, parce que c'est un système qui marche, qui est éprouvé. Il y a des gens qui font 3 millions par mois juste avec ce genre de système. Donc, c'est ton moyen d'arriver à 10 sur 10, tu vois. Mais pour ça, il faut accepter une phase de turbulence. Et si tu changes de système tous les mois, bah, en fait, tu ne dépasseras jamais cette phase de turbulence et tu seras toujours dans le chaos. Donc, continue suffisamment longtemps. Et en fait, si tu continues suffisamment longtemps ce que tu fais actuellement, bien sûr, il faut que tu aies à la base le bon système, la bonne technique, tu vois.
Faut que tu t'entraînes sur le bon coup droit. Mais si tu continues suffisamment longtemps, il y a aucune raison que ça marche pas. Et donc ça, c'est la leçon de cette première histoire. Quand tu as envie de changer de stratégie et que tu es sur une stratégie qui déjà, marche pour d'autres personnes et qui est scalable, pense à Jérémy qui aujourd'hui a ce système qui rapporte 300K par mois et maintenant il peut partir en vacances. Pense à ça. À 50K par mois, il voulait, enfin ça marchait pas en fait. Ça marchait moyennement parce qu'on ne le maîtrisait pas. L'histoire numéro 2, c'est une histoire début 2022. Toujours pareil, hein, parce que je vais te raconter des histoires qu'en lien avec Jérémy dans ce podcast. On cherche à scale KP, donc on cherche à faire plus de chiffre d'affaires avec l'entreprise et plus de profit. Mais le problème qu'on a, c'est que on est face, donc les closers au téléphone sont face à beaucoup de personnes qui veulent une offre à moins de 1 000 € et qui disent ne pas avoir l'argent pour une offre plus chère. Donc nous, évidemment, en tant que marketeur, on écoute les closers, on écoute ce qu'ils nous disent, on écoute les feedbacks du marché pour pouvoir adapter. Donc en urgence, on fait une réunion, brainstorm, avec toute l'équipe. Et là, les idées fusent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine stratégie? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que marketeur? Et là, une des idées, c'est de créer ce qu'ils veulent en fait. Les gens veulent une offre à moins de 1 000 €, on va leur donner ça. Et donc on décide avec l'équipe de créer un programme pas cher. Alors, moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je suis pas forcément d'accord avec stratégie. Elle a été adoptée, je suis pas d'accord. À un moment donné, Jérémy, il me demande: «Qu'est-ce que tu en penses et tout?» Et moi, je lui partage, je lui dis: «Moi, je pense pas que ça va résoudre le problème parce que généralement, quand on ajoute une offre mid-ticket ou low ticket derrière, ça se scale pas. Les gens, tu penses qu'ils vont upsell derrière vers ton offre high ticket, mais en réalité, c'est très difficile upsell puisqu'en fait, le profil des gens qui achètent une offre pas chère, c'est pas le même type de personne qui achète une offre chère. C'est-à-dire que généralement, c'est 2 types d'acheteurs différents et donc c'est compliqué. Nous, ce qu'on se disait, enfin ce que l'équipe se disait, hein, avec cette hypothèse de créer un petit produit comme ça, un produit à moins de 1 000 €. En fait, c'est de se dire: «On va ils ont pas d'argent, OK, on va d'abord leur faire avoir leur première vente et ensuite, eh bien, avec leur première vente, ils vont pouvoir acheter notre offre high ticket». Et donc, moi, je pense que c'est pas une très bonne idée, mais on décide quand même de tester parce que le marché a toujours raison et en tant que marketeur, on teste dans tous les cas et on fait une première promo, donc il y a une dizaine de personnes dans cette promotion, donc on fait 10 personnes à 1 000 € et à la fin de cette première promotion, il y a 0 upsell. Peut-être qu'il y en a un, mais bref, c'est pas du tout significatif. Ça n'a pas résolu le problème qu'on avait, en fait, parce que le problème qu'on avait, c'est que, les gens n'achetaient pas parce qu'ils disaient de ne pas avoir d'argent et en fait, 0 upsell. Ce que ce que j'ai réalisé à ce moment-là en tant que marketeur, en fait, c'est que on avait mis une solution à un problème qui n'était pas le vrai problème. Et en fait, ce qu'on peut voir dans ce genre de situation, c'est que si on a mis la mauvaise solution au mauvais problème, si on a mis une solution au mauvais problème, c'est-à-dire qu'on a effectué un mauvais diagnostic sur c'est quoi le problème en fait. Le vrai problème, à ce stade, qu'on n'a pas réussi à diagnostiquer, c'est que les vendeurs, les sales, les closers, ne savaient pas encore vendre sur du trafic froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis la mise en place de la VSL, en fait, jusqu'à maintenant, Capé reposait sur l'audience de Jérémy, reposait sur la croissance organique de Jérémy. Donc c'est facile de vendre à une audience qui te connaît déjà et donc forcément les taux de closing étaient élevés. Mais quand on a mis en place la VSL, on a envoyé beaucoup plus de trafic publicitaire, du trafic du coup froid, des gens qui ne connaissent pas Jérémy. Et donc forcément, les closers n'arrivaient pas à vendre sur du trafic froid une offre à plus de 1 000 €. Donc ils devaient apprendre à devenir bons en vente sur du trafic froid. Et la leçon de cette histoire, c'est que
ton job en tant que marketeur ou en tant qu'entrepreneur CEO, d'identifier la bonne contrainte au bon moment et ensuite de résoudre cette contrainte. Et si tu n'identifies pas la bonne contrainte, tu vas résoudre le mauvais problème et donc forcément, ça ne va pas fonctionner. Ce que je dis souvent aux marketeurs que je forme, c'est ta capacité à faire de l'argent est directement proportionnelle à ta capacité à faire des bons diagnostics. Et si tu fais le bon diagnostic, tu débloques les business. Si tu fais le mauvais diagnostic, tu débloques pas le business. Et ton job en tant que CEO ou en tant que marketeur, en tout cas, moi mon job en tant que marketeur, c'est de voir ce que personne ne voit et de voir les conséquences des décisions et de voir les conséquences de second ordre, les conséquences de troisième ordre. Et c'est du coup de se poser tout le temps la question, c'est si je prends cette décision aujourd'hui, quelles conséquences ça pourrait avoir dans 2 mois? Quelles conséquences ça peut avoir? Quel effet collatéral en fait ça a? Tu vois, toute décision a un effet, a des effets sur différents pôles du business. C'est de voir en fait quelles peuvent être les conséquences positives, mais également et surtout négatives à moyen et long terme de ta décision. Et si tu arrives du coup à identifier le bon problème, le résoudre, tout en prenant en compte les conséquences de ta décision, de ta nouvelle stratégie, bah, dans ce cas, ton business a beaucoup plus de chances de prospérer. L'histoire numéro 3, c'est en 2021. Avec Jérémy en 2021. Donc 2021, je rejoins l'entreprise. 2022, c'est pareil. Je suis à fond. Avec Jérémy, on bosse de 7h. Lui, il se lève même plus tôt. Il bosse de 5h et il se couche à 20h. Moi, je bosse de 7h et je me couche à 22h. Donc, on bosse vraiment toute la journée comme des fous. Là, on est vraiment des savants fous à ce moment-là. On est à fond. Et tout ça, en fait, ça dure 1 an. Pendant 1 an, ouais, je pense 1 an, on se parle H24, enfin pas H24, mais de 7h à 20h. Et moi, je viens de rejoindre la boîte. L'équipe, c'est pas la même. L'équipe est totalement différente. Le business, c'est le chaos dans le business. La boîte, comme je te l'ai dit, elle est pas scalable dans l'état. On n'a pas les bons outils, on n'a pas la bonne équipe, les bonnes personnes pour scaler. Bref, il y avait tout à faire à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on bossait autant. Et puis aussi parce qu'on kiffait en fait. Je pense que pour scaler un business, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de bosser beaucoup. Mais nous, on aime bosser et on aime le challenge intellectuel. Donc parfois, avec Jérémy, on a tendance à se créer des problèmes juste pour avoir le kiff intellectuel de les résoudre. Et donc, sur le chemin, on s'est compliqué la vie 1000 fois. Heureusement, maintenant, on donne les raccourcis à nos clients. Mais ouais, on s'est grave compliqué la vie pour le kiff, dans le fond. Et bref, la boîte était inscalable. Donc, durant cette année-là, en fait, 2022, on a posé les fondations. Donc, les fondations actuellement que tu vois qui nous ont permis de devenir aujourd'hui cet acteur sur le marché que tu vois. Et en 2022, fin 2022, fin 2022, début de 2023, j'ai une période creuse. Tu vois, après toute cette énergie-là, j'ai vraiment une période creuse. J'ai moins d'énergie, je suis moins inspiré, je suis plus connecté à la mission, à ce que je veux faire, je suis moins productif. Bref, j'ai moins de drive. Et la boîte, elle fait, il me semble, 700, je crois que c'est entre 750 et 1 million d'euros. Et là, je perds le drive, quoi. Je perds le drive. Et puis, dans tous les cas, il y avait les systèmes pour aller chercher au moins 1,5 million par an. Donc, voilà, j'avais déjà construit tous les systèmes. Et donc, je me disais, bon, what's next? C'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? Et à ce moment-là, la collaboration aurait pu s'arrêter. Avec Jérémy, on aurait pu juste se dire, bon, bah, OK, j'ai plus rien à apporter, puisqu'en vrai, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut juste aller appuyer sur le bouton et tout est en place en soi. Et ouais, là, à ce moment-là, moi, je me disais: «Bon, comment est-ce que je vais apporter plus de valeur à l'entreprise? Qu'est-ce que je peux créer ensuite? Et comment est-ce que je peux m'amuser, en fait?» Et justement, l'erreur que je vois à cet endroit-là, que font tous les entrepreneurs, c'est à ce moment-là, c'est d'arrêter, en fait, la collaboration avec un de leurs partenaires ou un de leurs, collaborateurs, prestats, bref, peu importe la relation.
En tout cas, l'erreur que je vois, c'est d'arrêter la relation. Et tu vois, je pense que c'est pour ça que ces entrepreneurs sont bloqués à 1 million par an. Tous les entrepreneurs qui sont bloqués à 1 million par an, c'est qu'ils voient trop court terme dans leur relation. Et avec Jérémy, on a décidé de continuer. On a décidé de réinventer la relation, de réinventer le ce que j'apportais dans l'entreprise, de réinventer mon poste, la vision, comment j'allais réaliser ma vision, ma propre vision, celle que je veux développer pour moi, mais en étant partenaire de Capé et avec Jérémy, en étant main dans la main ensemble. Et aujourd'hui, bah, on a continué et aujourd'hui, on va chercher les 4 millions. Et si on va chercher les 4 millions et si on a fait 2,5 millions l'an passé, c'est parce qu'on a continué. Et la leçon de ça, en fait, c'est que on gagne plus à long terme. On gagne plus à long terme avec les gens avec lesquels on construit. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs virer des gens de leur équipe parce qu'un mois, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus aucune utilité. Bon, c'est bon, tu as mis en place ce qu'il fallait, maintenant tu ne sers plus à rien, allez hop, ciao. Ou parce qu'un mois, l'entreprise est un peu en difficulté, donc on se sépare des gens qui sont un peu moins utiles à ce moment-là, sans avoir la vision globale. Sauf que le truc, c'est qu'une idée d'une personne que tu as virée aurait peut-être pu tout changer. Tu vois, si on avait arrêté avec Jérémy, bah, en fait, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas le meilleur, machin, mais peut-être qu'il y aurait eu moins de croissance sur les années qui arrivent. C'est possible. Peut-être que non, mais c'est possible. Ou peut-être que, en fait, il y aurait eu des idées que j'ai eues qui n'auraient pas été mises en place et qui auraient changé la trajectoire d'un produit ou carrément de la boîte. Par exemple, une idée peut changer la donne pour un produit. En 2024, on avait un enjeu sur le programme argent. Donc, le programme argent, c'est notre programme pour scaler et pour passer de 10 000 € par mois à beaucoup plus. Je ne donne pas de chiffres, pas de promesses. Mais on sentait dans ce programme que les clients pouvaient avoir beaucoup plus de résultats et on n'était pas satisfait par rapport à notre niveau d'expertise. On n'était pas satisfait de l'expérience qu'on apportait à ce moment-là. Tu vois. Et du coup, c'était notre sujet du moment, c'était notre questionnement, puisqu'on voulait développer ce programme. Et là, j'envoie un message à Jérémy et je lui propose l'idée de faire le programme argent en le découpant par niveau. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui permettrait de segmenter les catégories et de faire donner envie de passer du niveau 1 au niveau 2 et surtout de se focus sur le seul élément, la seule contrainte, la seule chose que l'entrepreneur doit résoudre à ce moment-là et de ne pas se défocus avec tout le reste. Et donc, Jérémy, il pense que c'est une bonne idée. Il me dit, en plus, j'avais réfléchi, j'avais eu aussi une idée similaire et tout. Donc, on décide d'en parler à l'équipe, on l'implémente. Et là, résultat, le taux de succès augmente, le taux de satisfaction augmente. On est trop fiers. Et ça nous a donné l'autorisation de développer le programme. Parce qu'avant, on était un peu timide pour le développer. Pourquoi on était timide? Parce qu'on n'était pas fiers encore de ce programme. C'était un nouveau programme qu'on venait de lancer. Sauf que juste cette idée que j'ai proposée, qui a été implémentée, ça nous a permis de développer un programme, d'en être fiers et au final d'avoir une nouvelle offre qui rapporte plus de 500 000 € par an. Et tout ça dans le kiff. Donc, une idée, c'est game changer. Et donc, même si une personne va être peut-être moins productive un mois ou moins drivée, en fait, il suffit qu'elle revienne le mois d'après ou même dans 3 mois avec une idée qui va changer la trajectoire de la boîte. C'est pour ça que les relations long terme, en fait, c'est comme la bourse. Il y a les intérêts composés. Et tu gagnes beaucoup plus à long terme qu'à court terme. Pourquoi à court terme, tu dois créer la relation, tu dois apprendre à comprendre l'autre. Le business n'est pas encore ultra développé, du coup, il y a vraiment tout à faire. Le temps que la personne comprenne ce que tu fais, comprenne tes enjeux, machin. Bref, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à travailler à long terme avec les gens. L'histoire numéro 5, c'est une histoire un peu plus perso, mais qui va aider les entrepreneurs à scaler, à mon avis. Et ça rejoint d'ailleurs l'histoire numéro 4, avec le fait d'avoir de la confiance dans son offre, dans son programme. C'est en 2019. J'ai quel âge? J'ai 22, 23 ans. Et je lance un coaching sur le bonheur, sur la productivité, sur le dev perso. Je savais pas trop, bref, c'était un coaching dev perso de manière générale.
et je le lance, je me développe et pendant 1 an, j'ai 0 client. Donc 0 client, ça va, je suis étudiant, je suis en alternance, mais ça me fait chier parce que je veux quitter l'alternance. Pendant 1 an, j'ai 0 client. Moi, ce que je veux, c'est avoir des clients, c'est rendre, c'est voyager. Je voyais Antoine BM, machin, à l'époque. Je me disais: «Putain, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent de leur formation», ça me faisait rêver et à la suite de ça, 0 client, je décide de me former au coaching. Je me dis: «Bon, en fait, le problème, c'est que je suis c'est que ouais, je suis pas coach, en fait, et j'ai besoin d'être coach». Donc je décide de suivre une formation en coaching. Je pense que ça va tout changer. Je me dis: «Si je deviens coach, les gens, ils vont voir que je suis coach certifié et donc je vais avoir des clients». Donc je me forme au coaching. J'achète une formation et là, je deviens coach mindset. Je me spécialise dans le mindset et plus particulièrement dans le mindset des entrepreneurs parce que ça m'intéresse plus que, coacher, heu, monsieur ou madame tout le monde et puis aussi, ils ont plus d'argent donc je me dis: «Je suis stratégique et tout, le mindset des entrepreneurs» et là, je développe une nouvelle stratégie. Je fais des vidéos YouTube, je fais plein de stratégies et en 1 an, j'ai toujours 0 client. Histoire vraie, 0 client. J'ai eu 3 clients à 10 € mais je les compte pas. 10 € de l'heure, je les compte pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue mon obsession pour le marketing, c'est que j'ai tellement galéré à avoir des clients que je suis devenu obsédé par le marketing et c'est comme ça que je suis devenu bon dans le marketing, tu vois? Mais à ce moment-là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients et donc je suis obsédé par le marketing. Mais je me suis pas arrêté là, puisque en 2020, je sors encore une nouvelle offre dans une autre niche et je sors une offre dans les relations hommes-femmes. Parce que je me dis: «Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie?» J'ai une belle relation et en fait, il y a des femmes et des hommes qui me demandent de retransmettre, ça, de partager un peu l'homme que je suis, parce qu'ils trouvent que je suis une bonne personne. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est ce qu'on m'a dit, donc ça me donne confiance. Et là, je fais mes premiers 10 000 € en 1 mois. Donc je lance cette offre, je fais mes premiers 10 000 €, c'est la première fois que je gagne autant en si peu de temps et là, le lendemain, j'ai quitté mon alternance. Ensuite, entre 2021 et 2024, hem du coup, je travaille avec Jérémy et je commence à quitter mon business dans les relations hommes-femmes et ce qui se passe, c'est que j'aimerais, j'ai envie de lancer quelques offres par-ci par-là, mais sauf que ça prend pas, je vivote, je sais pas, donc je fais pas d'argent à côté. Enfin, du coup, je délaisse au fur et à mesure mon business et je gagne pas d'argent. Et là, en 2024, je tombe sur une vidéo YouTube qui m'invite à me demander: «Xerius, who are your people?» Qui sont tes personnes? Genre, qui sont tes gars? C'est qui ta tribu? Et là, je me dis: «Putain, c'est ça. En fait, c'est ça. Genre, qui sont mes personnes? Pour quel type de personne je suis le plus utile?» Et là, je me dis: «En fait, je suis le plus utile pour les marketeurs, les bras droits, les freelances, les prestats et c'est eux que je dois aider, en fait». Et en fait, ces 3 dernières années, j'ai essayé d'aider d'autres types de personnes avec qui ça vibrait pas vraiment, mais c'est eux que je dois aider. Et là, je sors une offre pour ces personnes et j'ai de la demande. Je vends ultra facilement, comme j'ai jamais vendu, sans chercher à le faire. Et la leçon, en fait, c'est que notre capacité à faire de l'argent, pour moi, par rapport à ces différentes expériences, ça a beaucoup à voir avec la certitude qu'on a dans notre produit et dans l'alignement que l'on a avec notre produit et notre marché. Et c'est pour ça que dev perso, ça marchait pas, j'avais pas confiance en moi. Coaching mindset, j'avais toujours pas confiance en moi. Relation homme-femme, on m'a donné confiance en moi, j'ai eu confiance en moi, j'ai fait des ventes. Et là, avec cette nouvelle offre, j'ai confiance en moi évidemment, puisque j'aide les marketeurs à devenir des meilleurs marketeurs pour scaler des business. Et c'est aussi pour ça, vu que ta capacité à faire de l'argent est directement proportionnelle à la certitude que tu as en ton produit, c'est pour ça qu'avec KP, le plus gros investissement qu'on fait, c'est dans le produit, c'est dans l'équipe produit, c'est dans l'amélioration du produit et c'est pas dans le marketing, c'est vraiment dans le produit. Donc c'est intéressant de voir cette leçon et de l'intégrer. On arrive sur la fin de Brain and Bullshit. Laisse un
Allez, on va faire un hommage à Jérémy, un cochon d'Inde, si tu as aimé l'épisode et n'hésite pas à commenter, par rapport à des leçons que toi tu aurais également vécues, que tu aurais vécues et que tu voudrais partager à ces entrepreneurs en dessous de cette vidéo ou aux marketeurs avec, si tu as des histoires similaires à raconter, ça peut être super intéressant. On se retrouve dans le prochain épisode. Cette fois-ci, ça sera peut-être avec notre ami Jérémy. À bientôt. Ciao.